quelque part, et qui doit être, et merci, parce que de plus en plus, il y a la question de, le diable, on est d'accord, il y a beaucoup d'études, le judiciaire se met en place, et puis le syndical est là aussi, et là maintenant, et sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Laurent, où est-ce qu'il est, Laurent? Il va voilà, afficher tout le monde, et ben le voilà. Je suis là. Voilà. Merci à toi d'être là. Alors, Laurent, alors là aussi, il a de la chance parce qu'il est à distance. Donc, c'est bien, on ne peut pas le taper immédiatement. Alors que vous, si vous hurlez, par exemple, vous êtes 7 mètres sous terre, personne ne vous entendra. Donc, on pourra vous retirer les doigts de pied comme on veut. Mais Laurent, ça va, il est plus loin et autres. Mais lui, il a quand même la lourde tâche. Merci Laurent, la lourde tâche caméra active. Voilà, ça sera mieux comme ça. La lourde tâche d'être aussi du côté du en sortir. Je ne sais pas si tu nous entends. Alors, attends, tiens, je vais peut-être reprendre ça, voilà, par là. Comment en sortir et qu'est-ce que par exemple dans le rôle, si on, non seulement le rôle mais effectivement des services inter-entreprises de prévention santé travail sur le terrain, comment à la fois toi et vous êtes avec votre tissu qui est aussi bien des employeurs que de salariés, que côté santé au global et santé mentale aussi, vous êtes impliqués là-dedans. Et puis quoi faire pour en sortir? L'une des questions étant notamment identifier les coopérations, l'inter-territoire, l'inter-PME et peut-être la médiation. Donc, Laurent, c'est à toi, on se centre sur toi si tu veux bien. Donc, je vais mettre caméra sur l'interlocuteur actif. Merci Anne-Marie et puis à tous les intervenants qui précèdent des propos de terrain. Alors, je dis toujours, les services de prévention et de santé au travail, c'est les acteurs du dernier kilomètre, et donc moi j'ai le plaisir de témoigner pour l'un d'entre eux, celui de l'Indre-et-Loire. Je vais inscrire mes propos et vous allez voir, il y a évidemment quelques clins d'œil sur les propos précédents des intervenants. Moi j'aime toujours bien mettre entre l'individuel, le collectif, des passerelles, et puis on essaiera de parler des pistes de solutions, c'est la sortie, est-ce qu'il y a des choses possibles. En tout cas, si vous témoignez également du fait que les services de prévention de travail se développent et interagissent avec un environnement dynamique. On disait c'était mieux avant, ou avant comment on faisait. Avant on avait d'autres outils et aujourd'hui on les développe autrement. Le premier point, c'est celui j'essaie de faire de l'articulation de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors sur le primaire, je le rejoins toujours sur de l'individuel. Bon an, mal an, même si les visites individuelles en santé au travail se déportent un petit peu dans le temps, tout simplement parce qu'il y a des travailleurs qu'il vaut mieux suivre plus souvent que d'autres, et c'est à la main à la fois du médecin, mais également de l'employeur et du salarié. Mais on arrive quand même, grosso modo, à voir, si on le voulait, les gens tous les 2 ans. Grosso modo, je vous donne l'exemple d'un service, 130 000 travailleurs suivis, grosso modo 65 000 visites faites par an. Alors évidemment, certains on les voit tous les 5 ans parce qu'il y a moins de besoins, et d'autres on les voit 3-4 fois dans l'année parce qu'il y a des problématiques autour de la santé et ou des conditions de travail. Et autour de ce carottage individuel populationnel, comme ça que je l'appelle, on arrive à faire, c'est beaucoup nos infirmiers de santé au travail sous délégation du médecin qui y travaille, des examens beaucoup plus longs. Aujourd'hui, une visite avec un infirmier, c'est au moins 30 minutes, avec les examens complémentaires derrière. Et pour revenir sur la question du management toxique, ce qu'on essaie de faire, c'est de capter des informations. Donc là, on est vraiment un petit peu dans le dépistage des choses. Et souvent, j'ai des employeurs qui m'appellent en me disant « Dites donc, vous allez peut-être un petit peu loin là, service santé au travail, parce que j'ai mes salariés qui sont revenus et ça fait 3-4 fois que ça revient. » Eh ben, on leur pose la question comment ça se passe avec le chef. Est-ce que le management, ça va bien? Comment vous vous sentez, plus ou moins stressé? Dis donc, moi je vous paye pas pour ça, etc., etc. Et je réponds assez simplement, et vous l'avez fait d'ailleurs dans votre propos historique, je pense qu'on avait une acuité sur le risque physique il y a encore quelques dizaines d'années de cela. Je rappelais les troubles musculo-squelettiques, l'usure du corps humain au travail était principale. Aujourd'hui, on sait qu'un tiers des inaptitudes en cas d'absence de reclassement possible sont liées autour du psychique. Alors dedans, vous avez du psychiatrique, vous avez de la décompensation, vous avez des addictions, vous avez du risque psychosocial au sens le plus large possible, mais ça concentre un tiers. Ce n'était pas le même cas il y a encore 10, 15 ans, peut-être même 5 ans, selon les dernières données post-Covid. Donc on a un premier truc au niveau
de l'anamnèse, c'est-à-dire tout ce questionnaire qui est ordonnancé par les professionnels de santé pour remonter des signaux qu'auparavant, on ne dit pas qu'ils n'existaient pas, mais qu'on remontait peut-être aussi moins bien. Et d'ailleurs, je dis que ça fonctionne parce que je le vois bien, quand les salariés retournent en entreprise, j'ai souvent le responsable ou le chef d'entreprise, selon la taille, qui m'appelle en me disant « on n'allait peut-être pas dire c'est quoi ces questions-là, donc c'est à charge ». Et je réponds toujours « non, ce n'est pas à charge ». Nous interrogeons sur des postes en fonction plus ou moins tertiaire, mais on interroge toujours l'ambiance au travail, le climat de solidarité également, ce qu'on appelle le soutien opérationnel. Est-ce qu'il est entre les pairs, est-ce qu'il est auprès du manager? Et tout ça, ça permet aux médecins du travail, à la fin, de reconstituer une sorte de panoptique des conditions. Naturellement, donc on a développé ce sens de l'écoute, de la captation de l'information. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez des enquêtes plus ou moins régulières qui se font. Là, on travaille, dans la prochaine quinzaine, les maladies à caractère professionnel. J'en profite toujours pour ajouter que la veille sanitaire fait partie des missions intrinsèques et historiques des services de santé au travail. Donc, nous sommes, en termes d'épidémiologie, des remonteurs d'informations et on va forcément colliger des choses qui sont autour des risques psychosociaux et parfois autour des questions managériales. Deuxième chose sur laquelle on s'est aussi formé, et c'est quand même déjà un petit peu lointain, je dis 10 ans au moins, peut-être une quinzaine d'années, nous avons développé l'axe de la psychologie du travail. Toute l'école de des jours, etc., ont formé des gens avisés, ce sont des masters 2 sur la psychodynamique du travail. Le psychologue du travail n'est pas le psychologue clinicien, sur celui dans lequel on va voir, lorsqu'on a un coup de mou moral, on va voir le psychologue en ville. Les psychologues du travail ont une autre fonction, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en mesure de faire une écoute attentive de ce qui va être remonté dans le cadre des conditions de travail, mais également ont un retour sur la prévention très primaire, de la prévention du risque psychosocial. C'est intéressant, c'est quelle est l'ambiance, quelle est dans le règlement intérieur, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que les réunions, comment elles s'organisent, est-ce qu'il y a des tours de parole, est-ce qu'il y a des... On parle beaucoup aujourd'hui de l'expression travail, je reprends les lois de 82, c'est vieux, mais l'expression travail, c'était d'une extrême modernité. Est-ce qu'on a ces soupapes qui permettent d'exprimer, de mettre le travail en mots? Eh bien, tout ce que font les psychologues du travail, c'est exactement là-dessus. Et là, on est sur un axe beaucoup plus primaire. Donc, on essaie de travailler le deuxième, l'individuel, on le dépiste. Et puis, il y a cette troisième partie qui est en cas de problème, ce que vous avez tous parfaitement évoqué avec des spectres et des lectures un peu différentes, plus ou moins professionnelles, universitaires ou juridiques, mais il y a effectivement surgi à un moment donné la décompensation, le malaise, le mal-être, la souffrance psychique, et là il s'agit ensuite de la mettre en mots. Alors j'aime bien regarder des deux côtés, et je trouvais la dernière expression très bien, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et en général, c'est parfois on avait, Monsieur Chemin disait, un bon manager, un bon salarié, pas de peau, on les met ensemble, il y a une alchimie explosive, ils étaient bien individuellement, et puis les deux, ça déconne. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Donc ça, c'est intéressant de pouvoir interroger la question de la formation du manager. On le sait aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais je rappelle toujours que 90% des entreprises que nous suivons dans les services de santé au travail inter-entreprises, ce sont des boîtes de moins de 20 salariés. C'est le tissu économique de la France, quel que soit il y a parfois des plus grosses entreprises, bien évidemment, mais le tissu, le maillage économique dans les territoires, ce sont des TPE, PME. Et c'est exactement nos clients, nos adhérents. Alors, c'est pas évident quand vous montez un petit peu en management, souvent, c'est sur le tas. Et c'est ce qu'on se disait avant, il faut former un petit peu les gens. Vous pouvez être un excellent opérateur, un excellent ouvrier, c'est pas pour ça que vous deviendrez un bon chef. Et comme il a été dit précédemment, pour peu que vous ayez été élevé un petit peu à la dure, j'ai vu dans certains hôtels, cafés, restaurants des casseroles qui volaient un petit peu bas, on a plutôt envie de se dire, c'est un peu l'esprit bisu, vous voyez, moi je l'ai vécu, moi j'ai survécu, j'ai tenu, tu vas en chier un petit peu quand même aussi, et tu verras, ça t'apprendra un petit peu le métier. Je caricature à gros traits, évidemment les choses ont bougé. Ce que l'on essaie de faire aussi, et c'était souvent repris dans les plans santé au travail ou les plans régionaux de santé au travail, c'est une forme d'école au management. L'école un petit peu pour apprendre à manager. Alors, certaines entreprises le font très bien, elles décentrent un petit peu, mais c'est coûteux de former un manager, de le sortir du rang et de le mettre parfois des semaines, voire peut-être des mois, même peut-être dans un cadre universitaire, pour se mettre en méta-analyse. Comment je prends cette relation, quelle est la responsabilité qui m'incombe, et en termes de santé et sécurité au travail, qu'est-ce qui me retombe dessus, entre l'enclume et le marteau, comme il a été si bien dit. Donc, si on est
mal formés à ça, ça marche pas. Alors, modestement, certains services santé au travail, et une bonne majorité d'entre eux, se posent cette question de l'école au management. Et c'est là où beaucoup on intervient, parfois dans les écoles de commerce, avec nos psychologues du travail, nos médecins du travail. À l'inverse, on fait de l'inter-entreprise, on fait venir des cadres d'entreprises de petite taille. Le dirigeant lui-même, je rappelle, 90% moins de 20 salariés. La plupart du temps, le patron, il voit son collaborateur dans les yeux le matin. Il a été au baptême du petit et au mariage du conjoint. Donc, il y a cette notion-là de comment on devient un excellent artisan professionnel et comment on devient un excellent gestionnaire d'hommes et de femmes. Et ça, c'est pas forcément acquis. Modestement, dans les services santé au travail, nous, on parle pas de la gestion. On parle du comportement qui pourrait laisser à penser qu'un risque psychosocial advient dès lors qu'on commet des erreurs, des maladresses ou des facilités de langage, de comportement, de positionnement. Et bien ces ateliers management, les cafés management, on les appelle différemment selon les services, je fais des clins d'œil et aussi à mes collègues du réseau Présence, et bien on le retrouve de plus en plus, et ce sont des ateliers extrêmement bien suivis, et en plus je le rajoute toujours, histoire de faire un petit peu de pub, tout ça est dans l'offre socle, comme on l'appelle, donc c'est dans le prix de la cotisation, on ne paye pas en plus pour avoir ce genre d'atelier. Et parallèlement, là, on est sur, on va dire, de l'organisationnel avec les managers, on est à mieux les former, mieux réagir en termes de psychodynamique du travail. On utilise des mots moins savants, hein, je vous rassure, on le fait un petit peu plus light. De l'autre côté, c'est quand ça a pété. C'est-à-dire qu'on a une relation qu'on revendique parfois comme toxique. Mon manager est toxique, monsieur Chemin disait, bah oui, parce qu'il m'a pas validé mes 5 jours de télétravail, ce type est vraiment toxique. On en a quelques-uns. On a aussi des vrais fous furieux, hein, et ceux-là, comme vous disiez, Maître Ledoux, n'hésitons pas, il faut sortir ces gens-là, évidemment. Mais lorsqu'on est dans une sorte de conflictualité, eh bien ça, on n'a pas su faire. Et pendant longtemps, les services santé au travail n'étaient pas bons. Je vais même aller plus loin. Nos psychologues du travail ne sont pas les bons outils, les bons instruments pour travailler ce qu'on appelle la médiation. Vous êtes, je regarde Maître Ledoux, des spécialistes du droit, la question de la médiation, on l'a trouvée dans le code du commerce, on en trouve depuis longtemps, dans les affaires familiales, conjugales, etc. Dans le monde du travail, c'est assez récent, où on met cette compétence et on ne s'improvise pas dans la médiation, comme je ne vais pas me fâcher avec les coachs à mon tour, mais ça s'improvise pas non plus. Nous, on trouve qu'il faut une formation, il faut être parfois même inscrit près le tribunal de la cour d'appel parce qu'on a un agrément, pratiquement une habilitation pour être dans cette notion de médiation. Et la médiation au milieu de travail, c'est pas celle du contrat de l'aspirateur qui marche pas et du client mécontent. On est dans autre chose. Eh bien, on commence, certains services, je fais des clins d'œil à mes collègues du Loir-et-Cher et d'ailleurs, on commence à mettre en place des médiations dedans. Et cette médiation, elle intervient, et ce qu'on essaie de documenter de manière universitaire aujourd'hui, c'est à quel moment cet ingrédient, cet instrument, qui est dans aussi le carquois, une flèche supplémentaire dans le carquois du médecin du travail, à quel moment on la décoche. Trop tard, ça marche plus. La relation, le conflit est trop enquisté, ça risque de ne pas fonctionner. Trop tôt, il y a peut-être d'autres solutions, qui sont d'ailleurs de l'ordre du management ordinaire, disciplinaire, organisationnel, du règlement intérieur, des outils qui sont à disposition. Et à un autre moment, il faut le mettre en place ailleurs. Et donc, ce qu'on est en train de tester de manière assez régulière, c'est cette question de mettre en place une nouvelle compétence dans les services de santé au travail. Ça se trouve, si on refait le replay, s'il est gardé avec nos amis du cercle dans 15 ans, on dira, mais bah oui, c'est logique, aujourd'hui on a tous des médiateurs dans nos services de santé au travail, et puis on les met à disposition des TPE, PME, lorsque le médecin ou l'employeur, ou par promotion, on en fait le truc. Comme on se pose plus la question aujourd'hui de savoir si on a des ergonomes dans les services. On se pose pas cette question. Bien sûr, on a des ergonomes sur la prévention des TMS, c'est absolument logique. Donc, il y a aussi, voilà, cette question, éduquer le manager et aussi essayer de résoudre le conflit. Et le conflit n'est pas malsain dans le monde de l'organisation. J'aime souvent à citer des vieux auteurs comme Marie Parker Follett, qui fait l'éloge du conflit. Le conflit, c'est bien. Nos amis orientaux nous disent chouette un problème. Bah oui, parce que si on le voit pas, comme sur le plateau, ce que vous disiez, Monsieur Chemin, tout va bien, tout est parfait. Bah, il n'y a pas de problème. Si on arrive à le révéler et dans un cadre qui n'est pas immédiatement celui du disciplinaire, parce qu'on n'est pas forcément, il n'y a pas que des psychopathes ou des fous furieux, heureusement, on arrive à le réguler avec un autre acteur, en prenant cette hauteur, c'était très bien dit de remettre un petit peu de contexte dans l'ensemble de l'organisation et dans l'ensemble de l'émotion. Venez me parler, dites-moi ce que vous en pensez, et il y a une méthode pour ça. Voilà, on consent, on est dessus. Nos premiers résultats, je donne toujours des nouvelles du front à Anne-Marie et aux amis du cercle, ça commence à bien fonctionner, et dans 80% des cas, lorsque la médiation est acceptée, eh bien, ça se résout ça se dénoue.
Voilà, moi j'ai vu voilà, des gens qui repartaient la tête baissée dans une salle d'attente qui n'était pas prêt à discuter, et on les enferme 3 heures avec un médiateur, 2 pauses café, et les gens, bonjour, s'il vous plaît, passez après moi, je vous en prie, on a bien fait de parler, etc. etc. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir des ruptures conventionnelles, il peut y avoir des démissions, il peut y avoir des inaptitudes par absence de reclassement possible. Mais ce que l'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas, pour nous, service santé au travail, le pire du pire, c'est l'inaptitude. Je travaillerai dans un hôpital, ça, je parlerai de décès. C'est un échec collectif. Ça a été dit souvent lorsqu'on n'arrive pas au bout de sauver ce contrat de travail, même si parfois il faut trancher. Néanmoins, il faut qu'on se donne tous les moyens. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des artefacts, des outils, des méthodes et des techniques qui ne sont pas encore complètement appréhendés par les services santé au travail. Et c'est un petit peu notre boulot, voilà, en région Centre-Val de Loire, de le documenter. Et on espère dans quelques années vous livrer une petite étude modestement monographique sur à quel moment la médiation, dans un cadre particulier, fonctionnerait bien. Voilà, Marie, ce que j'avais envie de partager avec vous en cette fin de journée. Merci Laurent.